Excellence, nous accueillons à présent Sekou Tangara de la télévision Africa et Abdou Zouré de Faso 7. Ils vont échanger avec vous sur des sujets en lien avec la diplomatie et l'AES. Bonsoir chers confrères. Alors, vous disposez pour ce volet de 15 minutes. Merci Sagnon. Monsieur le Président, l'Alliance des États du Sahel a 2 ans. Comment est-ce qu'elle se porte aujourd'hui? Quel est son état de santé? Merci. Je dirais que l'évaluation de l'état de santé, c'est à travers la population qu'on peut le sentir. Et à travers la population, je pense qu'elle se porte bien. Parce que l'AES n'appartient pas aux dirigeants, l'AES appartient au peuple. Et les peuples ont adhéré. Ça fait que c'est exceptionnel ce qui se passe. L'AES a pu unir, rapprocher les peuples et c'est ça le plus important. Donc on rend grâce à Dieu. C'est un enfant de 2 ans, on a l'impression que la tête est là, les pieds aussi. Mais Monsieur le Président, on a l'impression que les bras ne sont pas encore là. On parle d'agence d'exécution, de maître d'ouvrage. Il était question de transformer l'autorité du Liptako Groupement en agence d'exécution. À quand est-ce que les populations de l'AES pourront voir les projets de développement, les projets structurants au bénéfice des populations? Très bien, je pense que là c'est une mutation qui est en cours. Ce n'est pas définitif d'abord. Il y a toujours la réflexion parce que c'est un administrateur provisoire qui est là. Et il faut réfléchir comment on peut la rendre effective en agence d'exécution. Donc c'est une réflexion qui progresse toujours parce qu'il ne faut pas faire les erreurs de reconduire les mêmes institutions. Si on se calque sur les mêmes institutions qui ont échoué, ça ne va pas marcher. Et quel type de projet on veut faire pour la population? Qu'est-ce que la LG faisait et qu'est-ce que nous on veut maintenant? La routine, c'est quoi pour certaines agences d'exécution ou quoi? C'est de voir les bailleurs de fonds, réunir les financements pour des projets. Mais ça veut dire des prêts pour les populations. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je ne pense pas. Nous partons d'une question endogène. Et si on dit endogénéité, voilà pourquoi la banque d'investissement, si vous remarquez, le prélèvement est fait pour qu'on puisse ravitailler la banque d'investissement. Il faut que si nous voulons qu'elle fonctionne, que si elle a besoin de faire des projets dans l'espace, que la banque puisse a priori financer. Mais si c'est pour constituer une agence et repartir chez les mêmes impérialistes pour aller se mettre à prêter l'argent pour certains projets, peut-être qu'ils n'ont même pas la même vision que nous, c'est pas évident. Donc la réflexion est toujours en cours, ce n'est pas définitif. Monsieur le Président, l'AES c'est aussi la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec la force conjointe et quelles sont les actions fondamentales qui ont été posées sur le terrain? Alors, la force conjointe, nous avons fait l'architecture comme vous avez pu le voir. Le poste de commandement est installé à Niamey. Et actuellement, il s'agit d'équipement des premières unités. Par exemple, le Burkina Faso, le premier bataillon est prêt. Et les équipements aussi de ce bataillon sont là. Et nous sommes en train de former le deuxième bataillon qui peut-être dans 2 mois comme ça seront prêts. Et chaque pays, le concept est que chaque pays commande les équipements. On a arrêté un format d'équipement que chaque bataillon doit avoir. Donc il faut les commander pour qu'on puisse les armer. Et comme je l'ai dit, jusque-là, on ne fabrique pas certains équipements. On est obligé de commander et vous voyez comment le monde est fou. Tout le monde prépare la guerre. Vous pouvez commander aujourd'hui un équipement, on vous donne 4 mois, 6 mois, 8 mois, souvent même des années. Donc on est obligé de faire avec. Et qui de force conjointe, ça demande une communication importante. Et donc vous comprenez toute la logistique en termes de transmission qu'il y a derrière. Il faut que ce soit parfait. Donc voilà pourquoi on ne précipite pas les choses. Déjà, il y a beaucoup d'opérations qui se mènent de façon conjointe. Donc c'est déjà le début de la force. Peu importe la situation qui se passe entre nous, le Niger ou de côté du Mali, nos forces arrivent à déjà coordonner pour travailler. C'est ça le plus important. Quand on regarde, pour rester sur la force conjointe, quand on regarde la photographie de l'AES, la Confédération est entourée par des pays avec lesquels souvent il y a des frictions diplomatiques. C'est-à-dire quand on prend le Niger, il y a des frictions avec le Bénin, le Mali, il y a des frictions avec l'Algérie, le Burkina, même si on ne le dit pas, des petites frictions souvent avec la Côte d'Ivoire. Comment transformer justement ces frictions diplomatiques en opportunités opérationnelles pour lutter contre le terrorisme, Monsieur le Président? C'est ce que je dis. Vous voyez, c'est autour de l'AES.
Si nous connaissons la menace qu'il y a autour de nous, l'opportunité, la seule opportunité à saisir, c'est de développer des armées très fortes et d'essayer de nous développer. C'est la seule opportunité. Sinon, l'adversité, on va toujours l'avoir. C'est pas comme ce que vous avez cité, c'est réel. C'est réel. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Le problème en Afrique, très souvent, ce sont les dirigeants. Ces frictions diplomatiques, c'est pas entre, moi je n'aime même pas dire les frictions entre les États. Il n'y a pas de friction entre les deux pays ou quoi. Il y a friction entre les dirigeants des pays. Est-ce qu'entre armées de l'AES et ces pays-là, ça coopère, ça se renseigne, il y a la collaboration? Bon, pour certains cas, je ne sais pas, mais je prends par exemple le cas de... Même avec le Bénin, nous, on n'a pas les mêmes approches en termes de terrorisme. Je prends le cas du Bénin. Moi, avant d'aller à Moscou la dernière fois, en mai, un jour j'étais là, il y avait une menace. Il planait sur un détachement au Bénin. Et les militaires n'attendent pas de monter au niveau politique ou quoi que ce soit pour certaines choses. Ils ont contacté nos forces à l'Est, qui ont confirmé en tout cas la menace. Ils ont demandé si on pouvait faire quelque chose. Moi j'étais encore là, c'était un samedi, je me souviens. J'ai ordonné à nos appareils d'aller survoler et voir ce qui se passe parce qu'ils ont intercepté les communications de regroupement. Effectivement, les drones sont arrivés à la frontière, ils ont vu que les terroristes se regroupaient pas loin de leur base. On a frappé. Et on a avorté l'attaque. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. Vous voyez, les forces coopèrent. C'est ça l'esprit militaire. Un bon militaire, la menace d'abord, c'est une menace commune. Mais maintenant, c'est souvent au niveau, comme je l'ai dit, au niveau des dirigeants, beaucoup n'ont pas compris. Ils sont là dans des guerres inutiles. Mais le plus important, la menace est commune. Si quelqu'un croit qu'il peut se soustraire de la menace, il se trompe. Donc on coopère. Les militaires coopèrent. Vous avez dû voir, par exemple, nous et les dirigeants ivoiriens, il ne faut pas se mentir, ça ne va pas. Mais vous avez dû voir nos militaires, très souvent même, qui se retrouvent, qui s'assoient ensemble à la frontière, qui causent. Voilà, ça fait partie. Nous allons parler des 6 éléments du Dara. Où est-ce qu'on en est? On a entendu les autorités lors d'une conférence de presse, ils en ont parlé. Au niveau du Burkina Faso, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont franchi la frontière, ils ont été interpellés. Ils sont là. Chaque fois que quelqu'un franchit la frontière et rentre, mène des actions. Que si ce sont des civils, généralement ceux qui rentrent, qui posent des questions, qui font des enquêtes. Ça, c'est de l'espionnage en fait. Donc, c'est logique qu'on les arrête et qu'on les entende. C'est comme avant ça, il y avait des gendarmes qui avaient franchi en armes. C'est arrivé 2 fois, il y avait 6 et 2 entre-temps. On les avait arrêtés, on les avait amenés jusqu'à Ouagadougou avec les armes, on les a auditionnés. Mais un jour, le ministre de la Défense m'a dit que son homologue l'a appelé et plaidé si on peut les libérer. J'ai fait le service des renseignements et j'ai dit, bon, écoutez, s'ils ne sont pas rentrés avec une mauvaise intention et tout, fraternité d'armes et tout ça, il faut les libérer. Le même jour, ils ont été libérés. Et nous aussi, nous espérions que les Ivoiriens, il y a des civils burkinabés en prison, qu'ils les libèrent. Malheureusement, c'est 2 ou 3 jours après, on apprend le décès de notre frère en prison. Et les autres qui sont en prison sont toujours en prison. Et même ce sont des civils, des commerçants. Écoutez, ça c'est pas de la bonne collaboration. Donc, pour les 6 éléments, on attend. On n'a rien reçu d'abord comme approche ou quoi que ce soit. Pourtant, le porte-parole du gouvernement ivoirien a indiqué qu'ils espèrent, qu'ils privilégiaient la voie du dialogue avec le Burkina Faso. Il a dit en conférence de presse le mercredi passé. On les attend. Nous aussi, on avait privilégié la voie du dialogue. On espérait aussi qu'ils libèrent nos civils innocents et qu'ils viennent. Mais un est mort dans leur prison qui n'est même pas une prison conventionnelle. Donc, écoutez, chacun assume ses actes. Et nous, on n'a pas l'art de mentir. Ce qui est réel, on le dit. On n'a pas de personne à nous approcher d'abord. Donc la situation est telle qu'elle. Voilà. Les relations entre l'AES et la CEDEAO sont claires, elles sont limpides, c'est la rupture. On se pose des questions par rapport à l'UEMOA. Récemment, lors de la conférence des ministres des Finances de l'UEMOA, il était question que ce soit le Burkina Faso qui préside la conférence des ministres. Ça n'a pas été le cas. Comment est-ce que cette question a été abordée au niveau du collège des chefs de l'État de l'AES? Quelle lecture vous en faites? Non, c'est pas surprenant. Nous, on était préparés à ça, c'est pas surprenant. Vous voyez, il y a des gens qui se prévalent de gouverner toute l'Afrique de l'Ouest et qui sont
ça ne marche pas avec nous. Ça marche pas, on les a dit clairement. Moi j'ai des gens avec certains chefs d'État, j'ai dit ça ne marche pas. Y a-t-il de quoi quitter l'UEMOA, Monsieur le Président? Mais c'est la nécessité. Et peut-être on tend vers ça. Si on ne peut pas gouverner, qu'est-ce que vous voulez? On nous cherche. Ça a été le même cas que la CEDEAO. On nous pousse vers la porte, ben on va partir. Donc on les regarde, la balle est dans leur camp. En préparant l'émission, Monsieur le Président, en préparant l'émission, on a appris que vous aimez cette formule « tout est urgent ». Au sein de l'AIS, est-ce qu'il y a plus urgent, même dans la hiérarchisation des urgences, qu'est-ce qu'on peut privilégier aujourd'hui? Les urgences au niveau de l'AIS? Oui. C'est la question sécuritaire. C'est le plus urgent. Et vient maintenant la question du développement qui est liée à la question sécuritaire. Il faut qu'on libère nos terres et qu'on sécurise nos populations. Ça, c'est l'urgence absolue. Donc, tout l'effort, toute la concentration, même nos tâches quotidiennes doivent être orientées vers ça. Chaque fois qu'il y a un incident, en tant que chef d'État, on doit être au courant et on doit s'intéresser, on doit trouver des solutions, ainsi de suite. C'est ça qui est le plus important. Et réfléchir constamment, récupérer nos terres, sécuriser, faire en sorte que même dans 100 ans, cette situation n'arrive plus. Monsieur le Président, l'AIS c'est un même peuple, c'est un même destin. On est curieux de savoir comment les autres pays de l'AIS perçoivent la révolution burkinabé. Peut-être qu'il viendra la révolution, c'est une étape. Mais il faut savoir que le Burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. C'est le même peuple, par la mentalité actuellement qu'on a réussi à inculquer. Mais fondamentalement, vous-même vous êtes Burkinabé, vous savez que non n'est pas facile. Le Burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire, ça fait que la révolution passe plus facilement. Voilà. Même quand on ne faisait pas la révolution, les gens même réclamaient la révolution. Donc les autres, ils vont aussi proclamer sûrement, j'espère. On n'a pas le choix que de faire une révolution. Sinon tout autre concept ne marchera pas. Il faut révolutionner. Ben, merci donc à vous pour ces différentes questions relatives donc à la diplomatie et à l'AES. Monsieur le Président, nous nous acheminons vers la fin donc, de cet entretien. La 5e et dernière rubrique concerne la géopolitique régionale et internationale. Les questions relatives donc, sont portées par Dieudonné Zoungrana de Aujourd'hui au Faso et Jules Domsé donc, de Vox Africa. Vous avez pour cette rubrique 15 minutes égales. Alors, Excellence, si vous permettez, on va rester toujours en Côte d'Ivoire. Les relations avec ce pays sont exécrables et avec le langage direct et franc du soldat et du révolutionnaire que vous êtes, vous avez eu à dire que les raisons de cette colère n'êtes pas contre le peuple ivoirien, mais contre les dirigeants qui donnent le gîte et le couvert aux déstabilisateurs du Burkina Faso. Alors, à quand et dans quelles conditions peut-on avoir un dégel, un ambassadeur, un échange d'ambassadeurs entre les deux pays? Ça dépend d'eux. De toute façon, ce n'est pas nous qui avons commencé cette situation. Moi, je me souviens au tout début, même le jour du 30 septembre, est-ce que l'une des premières personnes qui m'a appelé, ce n'était pas le président Alassane Ouattara. Et après, son petit frère est venu par 2 fois nous voir et tout ça. C'est vrai, on peut dire que les relations étaient bonnes, mais il a voulu qu'on suive une certaine direction. Mais comme vous avez dit, en tant que révolutionnaire, nous savons que nous ne sommes pas là pour ça. Nous étions là pour la révolution. Et la révolution, c'est une rupture. On ne peut pas suivre une certaine politique. Et donc, petit à petit, les relations ont commencé à ne pas aller. Et comme vous l'avez constaté, tous ceux qui ont voulu peut-être certains privilèges, quoi que ce soit, n'ont pas eu, se sont mis à se mettre contre nous, se sont déployés là-bas, sont entretenus, sécurisés et tout. On sait de quoi on parle, parce qu'ils savent aussi de quoi on parle, pour agir contre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui a quitté la Côte d'Ivoire et qui était venu ici en son temps. Nous avons observé ça pendant près de 2 ans. On les a parlé plusieurs fois. Ils nous ont dit non, il faut qu'on passe par les règles de l'art, il faut que la justice émette des mandats et tout ça. On a fait tout. Ils ne répondent pas.
Monsieur le Président, Ça ne marche pas. j'embraye avec la question de mon confrère pour rester sur la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez très bien, la Côte d'Ivoire a une élection présidentielle cette année, dans quelques mois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ça nous intéresse d'autant plus qu'on a beaucoup de compatriotes en Côte d'Ivoire quand même. Et on craint qu'il y ait des violences. Et ça, ce n'est pas forcément la bienvenue. Parce que nous avons vécu malheureusement les années passées aux violences en Côte d'Ivoire avec les opérations Baïdiri. Tout le monde a subi ça au Burkina. Aujourd'hui, vraiment, nous ne souhaitons pas qu'il y ait des violences. Tout à l'heure, vous avez semblé dire quelque chose. Je voudrais que vous précisez parce que c'est un peu très sensible selon moi. Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso? Ça, même plus que ça. Base arrière à une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non, le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez, croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est faux. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'il ne gagne plus ce qu'il gagne, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec les terroristes. Voilà. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent bon, la géopolitique quand même avec la Côte d'Ivoire, ce pays voisin, qui abrite la plus grande diaspora burkinabé, alors que bon, vos contempteurs vous accusent de pratiquer la diplomatie du muscle avec ce pays au détriment justement de nos Paweto qui sont là-bas. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, qui le dit? Nous sommes burkinabés, c'est ce que nous savons. Et nous avons décidé de faire une révolution, on va la faire. Maintenant, celui qui embarque dedans embarque. Nous ne pouvons pas être dans une révolution et vouloir faire un autre modèle de diplomatie. Je vous ai dit la diplomatie mensongère et tout ce qu'il y a. On n'est pas prêt à être dans ce sillon-là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on ait le courage de vous dire ça ne va pas. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. Généralement, les gens devant les micros et tout ça, non, tout va bien, si c'est ça, on est en train de... C'est faux, ça ne va pas bien. Il faut avoir le courage de le dire, il faut qu'on s'asseye, qu'on parle et qu'on se dise la vérité. Mais si les gens ne veulent pas ça, parce que juste dans leur tête, bon, il faut que ces gars-là quittent, parce qu'on ne veut pas de révolution en Afrique de l'Ouest. Ça ne va pas marcher. Donc, chacun se prépare à assumer les conséquences de la situation. Alors, pour sortir de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, on reste quand même au niveau de l'AES. Vous avez certainement suivi le dernier sondage fait par nos confrères de Jeune Afrique. Et avec des résultats qui peuvent sembler étonnants, les populations des pays francophones sont tous favorables à l'AES. Je dirais même la Côte d'Ivoire à 66% apprécie ce qui se fait au niveau de l'AES. Alors comment est-ce que vous recevez ce message? Ah bon? Je n'ai même pas pu suivre ça, parce que moi je ne suis plus ce média. C'était un sondage qu'ils ont commandé. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce résultat, mais le résultat est tel. Ils ont été au Cameroun, ils ont été au Sénégal, ils ont été au Bénin, ils ont été en Côte d'Ivoire. Et là-bas, les populations sont tous favorables à l'AES et apprécient dans leur grande majorité ce qui se fait au niveau de l'AES. C'est logique, je dirais. Les populations ouest-africaines sont la plupart du temps liées. C'est la même famille. C'est le colon qui nous a divisés. Et quand les gens voient qu'on essaie de s'unir, ça ne fait qu'inspirer, ça ne peut faire que plaisir. Donc moi, ça ne m'étonne pas que ces populations apprécient. Et ce qui m'étonne, c'est le fait qu'ils aient publié. Pourquoi ils ont publié ça? Ça donne une réflexion. Quand vous commandez une enquête, c'est connu. Après, vous êtes obligé de publier les résultats. Bon, peut-être ça. Voilà. Mais il faut faire attention à ces gens parce que... Je suis totalement d'accord avec vous. Sinon, je suis d'accord. C'est normal, c'est logique. Avec la permission de Dieudonné, je voudrais vous poser une question concernant justement votre relation avec une autre organisation. Qu'est-ce que vous faites encore dans l'Union africaine? Bonne question. Alors, je dirais que notre situation dans l'Union africaine est tellement passive qu'on ne sait pas si on est dans l'Union ou si on n'est pas dans l'Union. On nous a suspendus depuis. Personne ne nous parle.
C'est vraiment un silence radio. Donc alors, moi je ne sais pas si je suis dans l'Union ou pas. Mais il ne faudrait pas marquer le coup en posant aussi un acte historique, comme cela a été le cas avec la CEDEAO, en claquant la porte à une institution qui visiblement ne sert pas à grand chose. J'ai eu à discuter avec un diplomate de cette organisation et après nous avons vu qu'ils ont nommé un médiateur, le président burundais, qui devrait même venir ici la semaine passée, je pense, mais après il y a eu question d'agenda avec nous. Et on l'attend, on veut l'écouter d'abord, parce que nous-mêmes nous voulons savoir pourquoi ils se comportent comme ça. Parce qu'on ne peut pas prendre une décision sans savoir leur motivation. Pourquoi ils ont décidé de nous exclure? Pourquoi ils se comportent comme ça avec nous? Si on a leur motivation, là si on quitte, on pourra expliquer à nos peuples, voilà ce qu'ils ont dit, voilà les raisons. Et donc on décide de quitter. C'est la même chose que la CEDEAO. On a quitté, mais si on nous demande pourquoi on a quitté, on peut vous expliquer. Mais aujourd'hui, si on quitte l'Union et qu'on nous demande, nous-mêmes nous ne savons pas pourquoi ils nous ont suspendus. Pourquoi ils se comportent comme ça. Certes, ils ont dit qu'on est anticonstitutionnel, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que... Vous pouvez aussi quitter parce que vous estimez que c'est une organisation qui travaille contre les intérêts de l'Afrique. Je ne pense pas que l'Union africaine peut être dans une posture révolutionnaire comme celle que vous menez. Non. Par respect pour certaines personnes, voilà pourquoi je dis j'attends que le médiateur qui a été nommé, qui a déjà envoyé son émissaire, prenne contact avec nous. Nous l'attendons. C'est par respect vraiment pour ce président. Nous l'attendons qu'il vienne, qu'on discute, qu'il nous dise ce qu'il y a et nous lui dirons les conclusions de nos débats. Monsieur le Président, on va aller au bord de la mer Noire, en Russie. Alors, la science a l'art de ses instruments. Vous avez fait des études scientifiques. Alors, lors d'un séjour à Moscou, vous avez demandé au patron du Kremlin de nous apprendre à pêcher le poisson au lieu de nous donner le poisson, le transfert de technologie. Alors ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde est d'accord que le biberonnage là, extérieur ne peut plus continuer. Alors où en est-on aujourd'hui avec justement ce transfert de technologie? Parce que vous avez parlé tout de suite avec des confrères qu'on va un jour fabriquer même nos armes. Alors, où en est-on actuellement avec ce transfert de technologie? Alors, je pense qu'ils ont bien entendu le message. Je l'ai clamé en 2023 pendant le sommet de Saint-Pétersbourg. On nous a donné du blé, il ne faut pas qu'on aille encore demander du blé, il faut cultiver. Si on nous donne du poisson, il faut qu'on apprenne à pêcher. Et je pense que les initiatives qu'on est en train de développer, nous avons demandé donc à la Russie d'offrir un certain nombre de bourses d'études à des étudiants burkinabés pour qu'ils aillent apprendre la science. Ils ont accepté. Donc il y a déjà des gens qui sont partis dans certains domaines pointus. Si vous regardez la création de l'agence atomique, on a déjà des étudiants qu'on a envoyés depuis l'année dernière qui sont en formation sur le domaine atomique, qui est une technologie poussée. Et on va continuer d'en envoyer chaque année. Donc il y a plusieurs autres domaines où nous avons demandé des formations. Ce n'est pas la Russie, c'est nous. Même à la Chine, on a demandé des formations particulières et envoyé des étudiants. En Iran aussi, pareil, on est en train de taper en tout cas tous ceux qui ont pu développer des technologies pour envoyer des étudiants formés. Alors géopolitiquement, bon, le capitaine président Ibrahim Traoré aujourd'hui a mis le Burkina sur orbite comme à l'époque un Sankara. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Bon, un pays comme le Burkina, bon, certains disent un petit capitaine. Qu'est-ce que ça vous fait géopolitiquement aujourd'hui d'être au pinacle? Écoutez, est-ce que vous avez toujours la tête sur les épaules? On a forcément la tête sur les épaules. C'est une charge. De voir, c'est une mission globale qui nous a été confiée. De voir que tout le monde entier s'intéresse au Burkina. Je ne dirais pas une pression, mais c'est une charge. C'est une responsabilité. Et on doit l'assumer avec toute la concentration nécessaire. On n'a pas le droit de faillir. Qu'on le veuille ou pas, nous allons aller dans le sens des peuples. Parce que c'est eux qui ont fait valoir cela. Donc, on l'a vu, le Burkina est vraiment en orbite, comme vous le dites. Et nous travaillons à maintenir le Burkina dans cette posture, à être le pays des hommes intègres, à être le pays modèle, à être le pays qui va quitter cette situation de sous-développement, être dans quelques années un pays très développé, faire un miracle. Parce que c'est ce à quoi les gens aspirent. Et aussi pouvoir donner notre part de voix et de tout ce qu'il y a, voilà, pour le bonheur du monde, si je peux dire. Depuis que vous êtes chef d'État, vous voyagez très peu. Le seul pays en Afrique où vous êtes allé, c'est probablement la Russie, si je ne m'abuse. Et on a vu vos homologues africains aux États-Unis, avec une sorte de photo de classe, avec le président Trump.
Et je vous donne un commentaire d'un ami à moi qui me disait « Le capitaine Traoré n'aurait jamais accepté ça ». Est-ce que c'est vrai? Écoutez, moi je voyage peu comme vous l'avez dit. Et je suis parti en Russie 2 fois, mais pour des objectifs bien précis. Il se peut que j'aille vers d'autres partenaires pour des objectifs bien précis. À part ça, je ne compte pas aller faire le tour du monde comme les autres le font. Parce que pour moi, il faut rester concentré, travailler pour son pays. Le président Trump lui-même, il a dit America First. C'est l'Amérique d'abord, il travaille pour les intérêts des Américains. Et donc moi, je travaille pour les intérêts des Burkinabés. Si je n'ai pas d'intérêt là-bas, qu'est-ce que je vais aller faire? Alors, l'un des grands sujets géopolitiques actuels, c'est bien sûr le conflit israélo-palestinien. On voit des États prendre de plus en plus position. On a vu des États occidentaux, européens, pour ne pas les nommer, dire qu'ils vont reconnaître, et c'est un signe fort, l'État palestinien. Mais comme d'habitude, l'Afrique est quasiment silencieuse. Elle est dans la position attentiste. Est-ce que vous, du Burkina, vous pouvez donner une position qui permet de comprendre un peu ce que pense l'Afrique par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans la bande de Gaza? Je ne peux pas vous donner une position qui permet de voir ce que pense l'Afrique. Certains Africains ou certaines dirigeants africains. Parce que beaucoup de dirigeants africains ont une autre manière de voir les choses. C'est le malheur de l'Afrique, si je peux le dire, on n'est pas unis. On ne voit pas de la même manière. Certains ont peur, certains ont les mains liées, certains sont là pour les intérêts d'autres personnes. Écoutez, l'Occident a amené des gens qui ont grandi chez eux, tout faire chez eux, venir les mettre chef d'État en Afrique. Donc c'est eux qui contrôlent tout ça. Et donc l'Afrique ne peut pas avoir une opinion. Mais je sais qu'au fond de tout un chacun, personne n'aimerait voir ce qui se passe là-bas, se passer chez lui. Mais malheureusement sur le continent africain, il y a une situation pareille. Au Congo, qu'est-ce qu'on fait même pour le Congo? En République démocratique du Congo. Ça fait combien de millions de morts? Depuis combien de temps? Nous-mêmes, nous sommes en guerre. Est-ce que vous avez vu des pays africains même porter la voix pour le Burkina depuis les 10 années passées? C'est rare. C'est rare. Donc l'Africain a ce problème-là. Pendant que quand on voit en Europe, ils ont un problème. Tout le monde est uni, les gens arrivent à rapidement trouver des solutions. Les États-Unis, c'est pareil. Mais l'Afrique a ce problème. Vous voyez, ça fait 10 ans que nous on se bat. Vous n'avez pas entendu quelqu'un porter la voix du Burkina au niveau des institutions internationales, quoi que ce soit, ni le Mali, ni le Niger. Nos populations meurent, ce n'est pas leur problème. Congo, ça meurt, ce n'est pas notre problème. La dernière fois, j'ai essayé dans une de mes paroles d'essayer de parler pour que ça fait combien de millions de morts. Le Soudan, regardez comment il se déchire. Il y a beaucoup de conflits sur notre sol déjà et on n'arrive même pas à porter la voix. Donc, comment on va aller porter la voix des autres? Donc, il faut que nous, Africains, on se réveille. Est-ce que le Burkina peut reconnaître l'État palestinien? Est-ce que le Burkina est prêt à reconnaître l'État palestinien? Pourquoi pas? C'est un État. C'est un État. Pourquoi on ne va pas reconnaître un État palestinien? Non, moi, ce qui se passe, c'est très grave. Je pense que l'État palestinien existe et doit exister. Sinon, cette guerre ne finira jamais. Là où nous partons, ça ne finira jamais. Pendant que vous croyez que ça va finir, ça reprend de plus belle. Et on va continuer comme ça. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de parts de responsabilité des pays autour là-bas. Parce que c'est leur région et les gens doivent pouvoir donner la voix pour trouver une solution à ce conflit. Voilà. Et quant à nous, on continue de se battre ici. L'État burkinabé qui doit demeurer, c'est ça qui est le plus important. Et on se bat pour notre État burkinabé. Voilà, Monsieur le Président, nous sommes donc au terme de ces 90 minutes face à la presse. Merci pour votre disponibilité et merci pour cette belle opportunité offerte à la presse nationale et internationale. Mais avant de nous séparer, Monsieur le Président, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit du peuple burkinabé à l'orée du 3e anniversaire de votre accession à la magistrature suprême? Pour le peuple burkinabé, ça fait 3 ans que nous sommes là et qu'on chemine. Et j'ai d'abord des mots de remerciement. Des remerciements du fond du cœur. Parce que le peuple est resté concentré. Concentré pour écouter le message qu'on a véhiculé. Parce que l'une des armes importantes que nous avons utilisées, c'est aussi la communication. Et parce que nous avons compris que les impérialistes ont toujours utilisé la communication pour détruire l'Afrique. Parce que tout ce qui se passe comme conflit, ce sont des manipulations. Ce sont des manipulations. Regardez, je prends encore le cas du Soudan. 2 groupes sont manipulés par des puissances.
faudrait-il pas à un moment donné qu'on se parle, on s'assoit, on exploite nos ressources ensemble, on fait vivre nos populations, on va continuer à se déchirer. Tout ce qui s'est passé, comme assassinat de leaders politiques en Afrique, les guerres et tout, c'est à travers la communication qu'on a manipulé. Et la communication est très importante. Et ça, le peuple burkinabé a été concentré pour percevoir le message. Et nous continuerons de communiquer pour les faire comprendre ce que nous faisons et vers où nous partons. Ça, c'est le plus important. Deuxième chose, je remercie Dieu aussi qui a permis à ce que nous puissions, en tout cas malgré la guerre, poser des actes et communiquer sur ces actes pour que le peuple comprenne qu'un lendemain meilleur est possible. L'espoir est permis. Et tant que les gens garderont cet espoir, on va y arriver au point où nous souhaitons. Et la dernière chose, c'est cette situation sécuritaire qui est là, de rassurer que la guerre va finir au Burkina Faso. Nous vivrons en paix, nous ferons ce que nous avons à faire de nos richesses et nous allons nous développer. Ça, c'est une certitude. Le rêve que nous avons pour le Burkina Faso, nous allons l'accomplir. Nous continuerons les derniers bastions importants du terrorisme, nous allons continuer à les conquérir, comme ce qu'on a pu faire en 2025 avec cette grande vallée qui était un gros réservoir économique pour les terroristes que nous avons récupéré. Il y a plusieurs autres endroits où l'orpaillage terroriste continue et tout pour les ravitailler. Nous allons récupérer toutes ces zones et l'espoir est permis. Donc bon courage à tout le monde, restez concentrés, résilients et on continuera à se parler. C'est ça le plus important. Une fois qu'on se parle, on se comprend et on avance. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ce sera donc le mot de fin. Merci, chers confrères, pour vos différentes questions donc adressées au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien avec grand intérêt. Restez donc en compagnie de nos programmes. Merci. Faso Academy,